Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle je vais parler d'une sanction de l'AMF. L'AMF publie régulièrement ses décisions sur son site internet et j'ai voulu commenter celle-ci avec vous parce que c'est un cas de délit d'initié extrêmement classique. Alors le but, c'est vraiment pas de pointer du doigt la personne qui a fait ce délit d'initié. Le but, c'est vraiment de comprendre comment sont publiées les décisions d'une entreprise, les résultats d'une entreprise, comment l'AMF définit un délit d'initié, quels sont les critères qui sont regardés, etc. Alors ce document est disponible de manière publique auprès de l'AMF, donc il n'y a absolument rien de secret. Je me suis permis d'anonymiser le nom de la personne, donc on va appeler Monsieur Y, la personne qui a commis les faits. Et pourquoi je le fais ? C'est très simple. À la fin du document, il est expliqué que ce monsieur a demandé l'anonymat, et en fait, dans les documents que je vais commenter avec vous aujourd'hui, et ça lui a été refusé par l'AMF. Et c'est un peu bizarre parce qu'en fait, il dit qu'il n'a pas envie en gros de se griller, d'avoir sa carrière qui est totalement grillée, et l'AMF répond non, en fait, les faits vont absolument pas mettre en cause la carrière de monsieur Y, ce qui est évidemment totalement faux. Donc bon, moi, j'ai rien contre cette personne-là, il a été sanctionné, on le verra à la fin. Donc voilà, moi j'ai préféré l'anonymiser. Mais ce qui est drôle, c'est que dans le document, ce qui est anonymisé, c'est le nom de la société en question. Et cette société, qui est appelée Société X dans le document, on nous apprend que c'est une société cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris. Et là, c'est assez marrant, c'est spécialisé dans la gestion électrique de moyenne et basse tension et dans les systèmes d'automatisme. Alors ce qui est marrant, c'est que si vous faites un petit copier de cette phrase-là, vous mettez dans Google et vous trouvez assez rapidement, à la 5e position, vous trouvez Schneider Electric. Et si vous aviez un doute, vous continuez à lire et vous voyez que la capitalisation boursière était en 2020 de 64 milliards, en 2022 allez, si on arrondit, 80 milliards d'euros. Donc on retombe très facilement sur Schneider, mais de toute manière, les journaux en ont parlé à l'époque, donc en mars 2023, lorsque la décision a été rendue. Donc voilà, je me permets de parler de Schneider et d'anonymiser le nom de la personne. Alors que s'est-il passé ? Ça s'est passé en 2 phases. Première phase, le 20 février 2020, avant bourse, Schneider a publié un communiqué de presse qui présente ses résultats. Donc voilà, chiffre d'affaires en hausse de 5%, EBITDA en hausse de 9,4%, blablabla, je vous passe les chiffres. Même chose, donc là c'était les résultats annuels de 2019, et puis quelques mois plus tard, en juillet 2020, le 29 juillet 2020, à nouveau Schneider publie un communiqué de presse qui présente son chiffre d'affaires du 2e trimestre et ses résultats du 1er semestre. Et donc, il y a cette fameuse personne, Monsieur Y, qui est en fait directeur de la consolidation. Alors, qu'est-ce que c'est que directeur de la consolidation ? C'est pas du tout directeur financier, c'est un poste qui est beaucoup plus technique, en fait. La consolidation, c'est quand une entreprise possède des filiales, plusieurs filiales, et qu'elle remplit certaines règles. En tout cas, être cotée, ça oblige à publier des comptes consolidés, sinon il y a des minimums de chiffre d'affaires, etc. Donc une fois que vous devez publier des comptes consolidés, c'est que vous devez en fait prendre en compte les chiffres de toutes vos filiales, mais en fonction évidemment du pourcentage de détention de ces filiales. Alors je crois que j'avais préparé un petit schéma. Voilà, il y a des entreprises que vous détenez à 100%, il y a des entreprises que vous détenez à 80%, 50%, etc. Et bien sûr, en fonction du pourcentage de détention, vous n'allez pas retraiter les comptes de la même manière. Bon, dans le cas 100%, c'est relativement facile. Vous faites en gros la somme de tous les comptes et puis vous retraitez. Alors de quoi on retraite ? Par exemple, s'il y a des achats-ventes entre la filiale et la société mère, ce qui arrive extrêmement souvent, on va annuler la marge qui a été prise. S'il y a des stocks de la mère qui ont été achetés chez la fille, on va les mettre au coût d'achat de la fille, etc., etc. Je vous passe tous les détails. Il y a aussi certains comptes, en fait, certains frais qui sont passés en charge, qu'on doit maintenant passer en immobilisation et amortir, blabla. Bon, c'est un métier technique, c'est un métier complexe. Et au cas où vous doutiez de cette complexité, je suis allé dans le rapport annuel de Schneider, justement, pour avoir la liste des sociétés consolidées. Et on voit qu'on en a, mais un paquet. Donc on voit, il y en a plein en Allemagne, en Autriche, Biélorussie, etc. Beaucoup détenus à 100%. Première page, deuxième page, on en voit en France, Hongrie, Luxembourg, Royaume-Uni. Voilà, troisième page maintenant, on en a qui sont détenus à 100%, 20%, 50%. Voilà, quatrième page maintenant, on en a au Mexique, on en a, voilà. Et il y en a certaines qui sont donc intégrées de manière globale, d'autres sociétés mises en équivalence parce on a un pourcentage de détention moindre. J'ai plus compté là, on est quoi ? À la 5e page de filiale, on en a en Chine, Hong Kong, Indonésie. C'est fou, 6e page, on en a en Algérie, Arabie Saoudite, ça c'est quoi ça ? Ouais, encore intégration globale. Bon, ça s'arrête pas. Donc il y a
je sais pas, je pense plus de 100 là, non? Bon, bref, il y a des dizaines et des dizaines de sociétés. Donc, en tant que directeur de la consolidation, c'est très technique. Il faut s'assurer qu'on a tous les chiffres, parce que ça paraît bête, mais quand on publie les résultats d'une entreprise consolidée, il faut s'assurer que toutes les filiales qui sont dessous et les filiales des filiales aient déjà bien mis toutes les données dans le logiciel, que les résultats soient, enfin le résultat bilan, etc., soit remonté dans la société mère. Donc, c'est un peu un cauchemar, si vous voulez. Donc, voilà. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment un métier technique, un métier de comptable c'est un mix entre de la comptabilité et de l'informatique. Mais ce n'est pas directeur financier qui, lui, a une vue beaucoup plus élevée, qui a des objectifs à atteindre, etc. Donc, cette personne-là est à la consolidation et donc a accès, directeur de la consolidation, et donc a accès, a priori, à pas mal de chiffres avant la publication. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la division de la surveillance des marchés de l'AMF a observé des mouvements suspects autour de l'annonce des résultats de 2019, donc ce qui s'est passé en février 2020, et a décidé d'ouvrir une enquête le 14 septembre 2020, voilà, sur Schneider. D'ailleurs, ils anonymisent, mais ils laissent le code ISIN. Et puis sur tout instrument financier dont le cours ou la valeur dépend de Schneider. Donc, les dérivés, tous les produits dérivés qui prennent en compte le cours de Schneider. Donc, ce qui est reproché à M. Y, c'est d'avoir manqué à 2 reprises à l'obligation de s'abstenir d'effectuer des opérations d'initié. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir utilisé l'information privilégiée des résultats de 2019, qui étaient meilleurs attendus, en acquérant des titres financiers dérivés le 19 février, donc la veille de la publication des résultats, pour un montant notionnel de 158 000 €, et ensuite d'avoir en gros fait la même chose, cette fois-ci le 28 juillet 2020, donc à nouveau la veille de la publication des résultats, pour un montant notionnel de 284 000 €. Donc il a quasiment doublé la mise entre la première et la deuxième fois. Donc là, ce que fait l'AMF, c'est surtout de voir à quel point l'information était privilégiée et jusqu'à quelle date elle était privilégiée. Est-ce que l'information était précise? Donc là, il nous explique qu'on a appris en gros le 18 février 2020 que les résultats allaient être meilleurs que prévu. L'information était précise à cette date-là. Et le PDG et le directeur financier, ou je crois la directrice financière, se sont réunis afin de revoir le projet de communiqué de presse. Donc, c'était la 5e réunion de revue du communiqué de presse. Donc, c'est marrant, on s'aperçoit que les résultats sont revus, non pas une fois, 2, 3, enfin pas les résultats, le communiqué de presse, 5 fois. On va voir même que ça passe à 7 fois, 8 fois dans la suite du document. Et donc, ce projet de communiqué de presse présente des chiffres en hausse significative par rapport à ceux de l'exercice précédent et en décalage avec les chiffres du consensus d'analystes financiers établi et publié le 15 janvier 2020 par Schneider. Donc on peut s'imaginer que ces chiffres-là vont faire bouger le marché. Et cette information, donc, qui est déjà connue, stable, j'ai envie de dire, précise, etc., le 18 février, elle ne sera rendue publique auprès du marché que le 20 février 2020. Donc voilà, selon l'AMF, l'information en cause était susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours du titre X. Et ce qu'ils expliquent en fait dans l'AMF, un peu plus haut, je pense que j'ai dû le rater, c'est qu'ils ne regardent pas est-ce que le cours ensuite a vraiment bougé, a vraiment décalé, ils regardent est-ce que quand on regardait cette information, on pouvait se douter que ça allait faire bouger le chiffre, et là, le cours de bourse si vous voulez, et là la réponse est oui. Donc ensuite, la parole est à la défense, M. Y conteste le caractère privilégié de l'information. Donc là, on est vraiment sur le caractère privilégié, donc il dit que c'était pas loin d'être public. Pourquoi? Déjà, enfin non, c'est pas forcément public, c'est que il se défend d'abord sur la précision de l'information. Il dit que c'était pas suffisamment précis, puisque les indicateurs relatifs à la croissance du chiffre d'affaires étaient conformes aux objectifs. Donc selon lui, il n'y avait pas de raison que ça fasse bouger le cours. Et il ajoute que les données du projet de communiqué de presse étaient provisoires et évolutives. Bon, honnêtement, quand on commence à travailler quand on travaille déjà, c'est la 5e revue du communiqué de presse, qu'on est le 18 février, que ce communiqué va être publié donc le 20 février, a priori, on est sur des données qui ne sont pas loin d'être justes. Et en fait, il dit que ces données étaient encore soumises à l'arrêté des comptes par le conseil d'administration, qui ne s'est tenu que le 19 février 2020. Mais bon, là, on se doute que c'est une étape qui est purement procédurale et que les résultats étaient très probablement déjà définitifs. Après, il se défend encore sur d'autres points, mais c'est pas très important. Ensuite, M. Y estime que les opérations litigieuses ont été réalisées sur la base d'informations publiques. Et il souligne la très grande proximité du consensus public avec les chiffres publiés ensuite par X. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'il n'a pas du tout utilisé cette information pour investir, mais qu'il a uniquement, il s'est basé sur les chiffres qu'il connaissait déjà ou le consensus des analystes. Et notamment parce qu'il n'y a pas assez d'écart, selon lui, entre ce qui a été publié et puis le consensus des analystes. Et ça, c'est vrai qu'on peut
en douter. Si je prends les cours de bourse, donc là on était le 20 février, donc là je suis le 17, hop, on regarde ce qui s'est passé le 20 février, il y a quand même eu un bon saut, on était autour de 97 euros et le cours a pris 3 euros, donc on va dire 3% le jour même. Donc c'est vrai que si on utilise des produits à effet de levier, on peut finalement plutôt bien s'en tirer. Donc lui dit qu'il n'a pas utilisé cette information et qu'elle était finalement quasiment déjà publique, mais on voit bien que le marché l'a pas traité de cette matière-là. Ensuite, il conteste. Voilà, en gros, il explique qu'il conteste le fait qu'elle soit précise, sensible, qu'elle ait fait bouger le marché, etc. Ensuite, l'AMF revient donc sur le caractère précis. Le 18 février 2020, à minuit 52, la version 7 du projet de communiqué de presse a été établie. Alors, c'est ça que je trouve intéressant. C'est qu'en fait, on voit que les gars qui sont obligés, enfin les gars dans l'entreprise chez Schneider, qui sont obligés de publier leurs résultats annuels, quand on est coté, ça met une certaine pression. Quand on est coté au CAC 40, ça met encore plus de pression. Donc les gars, à 1h du matin, ils sont en train de bosser. Enfin, les gars, au sens, on va dire le gars avec un grand G. Donc toutes les équipes de compta sont en train de bosser. Et à minuit 52, version 7 du projet de communiqué de presse qui a été établi. Enfin, compta et relations actionnaires, enfin communication. Puis, les chiffres, en gros, étaient déjà connus. Le même jour, à 8h, cette version 7 du communiqué de presse a été présentée au PDG et au directeur financier à l'occasion d'une réunion portant spécifiquement sur la revue du communiqué de presse, 5e réunion de ce type. Donc on voit que le temps que ça prend aux dirigeants, c'est de publier les résultats de manière trimestrielle. C'est vraiment dommage voilà. Après, chacun son point de vue, mais c'est vraiment dommage qu'on oblige les entreprises à publier aussi fréquemment. Ça met vraiment une pression sur le court terme qui est pas normale. Donc à la suite de cette réunion, 4 nouvelles versions du projet de communiqué ont encore été établies. C'est assez hallucinant. Pour que vous ayez une idée du communiqué de presse en question, c'est ça. Donc on voit que c'est finalement relativement succinct, très chiffré, mais il y a quand même il y a quand même déjà une lettre, un commentaire du PDG. Donc à quel point on met ce commentaire positif, à quel point on met quelques petits warnings, attention, soyez pas trop positif dedans, etc. C'est vraiment ça qui est la question touchy. Après, il y a bien sûr toute la partie des chiffres, mais je pense que les chiffres, c'est pas trop ce qui est discuté pendant ces réunions, c'est vraiment les commentaires, parce qu'à un mot près, on peut faire décaler le cours ou pas, ou passer un mauvais message au marché, ce qui explique donc le temps qu'ils prennent, le soin qu'ils prennent à ces communiqués. Bon, je vous passe un peu le blabla pour savoir si les chiffres étaient meilleurs qu'attendus ou non. Il y a encore du blablabla. Et ils disent que effectivement, les résultats qui étaient disponibles en interne et validés le 18 février 2020 apparaissent bien à cette date meilleurs qu'attendus par le marché. Donc, quelqu'un qui avait cette information, a priori, pouvait gagner de l'argent dessus. Ensuite, ils vont sur le caractère non public et ils expliquent que effectivement, l'information était non publique et ils expliquent que effectivement, l'influence était sensible, et c'est là où ils expliquent qu'on ne peut pas prendre en compte les éléments disponibles ex post tels que la variation du cours. Là, on regarde avant, est-ce que c'était vraiment en décalage avec le consensus, et la réponse est oui. Et il se trouve qu'en plus le marché valide cette approche puisque le marché a augmenté. Et ensuite, là où il s'est un peu grillé, M. Y, c'est qu'il a fait le choix d'intervenir sur des produits dérivés et pas directement sur les actions de Schneider. Donc il a cherché un effet de levier qui avait pour conséquence, en cas de hausse même limitée du cours de l'action, de générer une hausse nettement plus sensible. Donc lui qui dit oui, c'était à peu près comme le consensus, il s'est un peu grillé en achetant. Donc je crois que dans le premier cas, c'était des varants, on va voir ça, donc des calls, des options. Et dans le deuxième cas, c'était des turbos. Voilà, donc selon ces éléments et déclarations, là, c'était une information qui était susceptible d'être utilisée par un investisseur raisonnable comme faisant partie des fondements de sa décision d'investissement. Monsieur Y détenait cette information à la fois parce qu'il avait accès au logiciel de consolidation et puis je crois qu'ils expliquent qu'il est destinataire du communiqué de presse un peu avant qu'il soit diffusé. Voilà, c'est ça. Monsieur Y a été destinataire le 19 février, donc la veille de la publication à 10h53 du communiqué de presse, soit quelques minutes avant la passation de son premier ordre. Donc ça, c'est assez fou quand même. Donc il reçoit la version 8.1 du projet de communiqué de presse et il passe son ordre quelques minutes après. Donc voilà, c'est ici. Il a passé un ordre d'acquisition de 100 varants à 11h23 et plusieurs ordres portant sur 165 000 titres financiers dérivés entre 16h23 et 16h32. Donc peut-être qu'il avait mis des ordres à court limité, il a tout passé le matin et puis il a été exécuté qu'un peu plus tard dans l'après-midi. Je ne sais pas, 16h36 et 16h39, à nouveau 2 ordres d'acquisition pour 90 000 et 500 000 titres, à nouveau des varants auprès de 2 Giraud.
Donc voilà, Bing, De Giro, des gros ordres. Et au total, le 19 février 2020, il a acquis pour 305 000 titres financiers dérivés, donc principalement des options d'achat. Et ces titres ont été revendus le 20 février 2020, soit le lendemain de leur acquisition et le jour de la publication des résultats annuels. Donc si vous vous ennuyez dans la vie, et si un jour vous voulez voir ce que ça fait de passer au tribunal, potentiellement d'aller en prison ou de vous taper une super amende, vous faites exactement ce qu'a fait ce monsieur, c'est-à-dire que vous avez une information privilégiée, vous passez les ordres quelques minutes après, vous achetez des produits dérivés, vous revendez tout le jour des résultats, vous avez une énorme probabilité de vous faire choper, c'est assez incroyable. C'est pour ça que ce cas il est intéressant parce que c'est vraiment un cas d'école de délit d'initié. Donc évidemment, en tant que professionnel averti, c'est ce que nous met l'AMF, M. Y savait ou aurait dû savoir que l'ensemble des informations étaient privilégiées. Donc il aurait dû s'abstenir de réaliser des opérations d'initié. Et il ne peut pas se cacher en disant mais je ne savais pas que j'étais un initié ou je ne savais pas qu'il ne fallait pas traiter dessus parce qu'il a été informé par email le 20 décembre 2019 qu'il était sur la liste des personnes soumises aux obligations d'abstention pendant les périodes dites de fenêtres négatives, c'est-à-dire qu'il y a en général autour des résultats, avant que les résultats soient publiés, il y a un certain nombre de jours ou de semaines qui l'oblige à ne pas diffuser l'information et puis bien sûr à ne pas réaliser de transactions sur la société, même s'il n'en tient pas compte. En fait, il n'a pas le droit, il ne doit pas réaliser des transactions sur Schneider X jours ou X semaines avant la publication des résultats. Donc à nouveau, défense de Monsieur Y, il conteste avoir eu accès à l'information dans le logiciel, il dit qu'il a déjà fait des trades sur ce type d'instruments, etc. Et puis il dit qu'il a réalisé ses opérations sur la base d'informations publiques. Mais malgré tout, il était dans la fenêtre dans laquelle il n'aurait pas dû traiter. Mais bon, c'est pas à moi de rendre un jugement, c'est à l'AMF, et l'AMF a déjà rendu son jugement. Ensuite, donc ça c'était pour la partie février 2020, ensuite il s'est passé la même chose en juillet de la même année en fait. Alors je vous passe un peu, c'est exactement la même chose. Il y a une version 7 du projet de communiqué de presse qui est établi, qui est envoyé à tout le monde, blablabla. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il détient l'information le 27 juillet à 18h53, comme quoi les résultats seraient meilleurs qu'attendus, et il passe 2 ordres d'acquisition pour un total de 55 000 titres. Cette fois-ci, c'est sur des turbos illimités auprès de Bing, plusieurs ordres, pour un total de 85 000 titres financiers. Voilà. Et même chose, il passe plein d'ordres à la fois chez Bing et chez De Giro, donc le 28 juillet, donc la veille à nouveau des résultats. Il détient 140 000 titres financiers dérivés. Et sur ce deuxième cas, donc ça a été apparemment moins efficace puisqu'il ça lui a permis de gagner 66 000 euros. Donc au total, il a gagné sur les deux cas de février et de juillet, il a gagné 342 000 euros. Donc ce qu'on lui reproche, je pense qu'on a bien compris. Lui est d'accord de toute manière avec le fait que le timing pose un problème. J'imagine acheter la veille des résultats, revendre le jour même. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement pris en compte. C'est ce qui nous explique qu'il a cédé les titres le lendemain et le jour de la publication. Donc, plus-value globale de 342 344 euros. La conséquence, c'est que M. Y a une sanction pécuniaire de 700 000 euros. Et c'est là ce que je vous disais au début, c'est qu'il demande à ce que la décision ne fasse pas mention de son nom, ni de celui de X, ni d'aucun élément permettant de les identifier. Et c'est là où je trouve assez fou la sanction de l'AMF, c'est qu'ils disent « Les demandes de M. Y ne sont pas étayées. En tout état de cause, il apparaît que la publication de la présente décision n'est ni susceptible de lui causer un préjudice grave et disproportionné, ni de nature à perturber gravement la stabilité du système financier. » Oui, ça d'accord. Elle sera donc ordonnée sans anonymisation. Oui, bien sûr que ça, c'est pas grave pour la société ou pour le marché, mais pour lui, c'est quand même, que son nom soit publié, ça va quand même grandement impacter sa carrière. Voilà, donc si je reviens peut-être, donc ce qui est intéressant, première chose, c'est sur l'aspect, le couple rendement-risque dont on parle beaucoup en bourse. Ici, je trouve que c'est hallucinant. Bon, ok, le gars a gagné 340 000 euros, mais il y a déjà un niveau de risque. Pour gagner 340 000 euros, il a pris le risque de finir en prison, avoir une énorme amende, griller sa carrière. Alors, il se trouve que là, il ne va pas en prison, il a juste 700 000 euros d'amende. Imaginez à quel point sa vie est bouleversée, etc. Donc, pour moi, le rapport risque-reward, il n'est vraiment pas favorable. Et on s'aperçoit en plus que le 20 février 2020, je ne sais pas si ça vous a tilté, mais c'est quand même juste, mais quand je dis juste, c'est 2-3 jours avant que le Covid arrête le monde, et regardez ce qui s'est passé après sur le titre. C'est-à-dire qu'il a eu une information privilégiée qui lui a permis d'empocher à la louche 3%, mais le titre a perdu à peu près 40% dans les jours, en 3-4 semaines. Donc,
Il s'est fait griller parce qu'il a vendu le jour même, mais si il avait gardé la position un petit peu plus en se disant je prends une marge de manœuvre, il aurait perdu. Il aurait perdu tout, les 152 000 qu'il a mis la première fois, il aurait tout perdu. Donc ce genre de délit d'initié, non seulement c'est répréhensible, mais en plus de ça, on voit que risquer sa carrière pour gagner 300 000 euros quand on est directeur de la consolidation d'un groupe du CAC 40, qu'on a encore une belle carrière devant soi, c'est vraiment pas le genre de bonne décision à prendre. À nouveau, il y a le fait que ce soit illégal et ce qu'on a à gagner en fait est totalement fou. En plus, comme je disais, il aurait voulu se faire choper, il n'aurait pas fait différemment. Déjà, c'est lui qui passe les ordres. En général, dans un délit d'initié, c'est la grand-mère, c'est le neveu, etc. Et encore, même ces personnes-là se font souvent prendre parce que bien sûr, la première chose à regarder, c'est est-ce qu'il y a eu des volumes anormaux sur les produits dérivés. Sur l'action, c'est beaucoup plus discret, mais sur l'action, c'est surveillé. On sait ce qu'il a traité sur cette action-là. Il doit le reporter, j'imagine, à Schneider, alors que sur les produits dérivés, il n'a potentiellement pas cette obligation, mais encore ça me surprend beaucoup. Donc il a fait acheter la veille des résultats, revendre le jour même, c'est complètement fou. Ensuite, sur juillet, on a dit que c'était le 20 juillet. 20 juillet, Alors oui, effectivement, il y a un petit gap ici. Il y a un petit gap de à nouveau 3% qui est reperdu le lendemain. Donc on voit que oui, il a de l'information privilégiée, mais le marché est tellement, je ne vais pas dire aléatoire, mais il y a une telle part de bruit en fait dans le marché qu'on voit que s'il avait gardé ne serait-ce qu'un jour de plus, il aurait reperdu tout son gain. Et si je vous montre juste ce graphique là que vous avez sous les yeux et je vous dis quel est le jour de résultat, vous allez probablement pas me montrer cette petite bougie, vous allez me montrer des jours où il y a eu des grosses variations, etc. Mais en tout cas, pas cette petite bougie. Si vous ne savez pas quand a été publié le résultat, vous ne savez absolument pas que c'est à ce moment-là. Donc, information privilégiée, oui, mais ça lui est un peu monté à la tête. Il a fait de l'argent, pour moi, énormément par chance. En tout cas, quand on regarde le graphique, c'est clairement par chance. Il aurait pu tout perdre, surtout sur la partie pré-Covid. S'il avait gardé une semaine, il aurait tout perdu, parce que c'était quand même des options d'achat. Je ne sais pas quel prix d'exercice il avait pris, mais admettons qu'il ait pris un prix d'exercice de 100, ce qui est très... ça doit tourner autour de ça. Je pense qu'il aurait pu facilement tout perdre. L'autre point intéressant, je trouve, sur ces délits d'initiés, c'est de voir à quel point il y a énormément de personnes qui sont au courant. En général, les délits d'initiés, ça se fait sur des personnes qui sont un peu à la marge. Ça va être une secrétaire qui va, par exemple, photocopier, je ne sais pas, quelque chose au travers de qui des slides vont passer, etc. Des petites mains, entre guillemets. Ça arrive souvent que ce soit des consultants, parce que, notamment dans les affaires qui sont beaucoup plus rentables en termes de délits d'initiés, c'est-à-dire les OPA, il y a énormément de banquiers d'affaires, d'avocats, etc., qui sont inclus dans la communication. Alors, ces personnes-là, elles savent qu'elles sont totalement grillées s'il se passe quelque chose, mais à nouveau, ça peut être une secrétaire dans un cabinet d'avocat qui a un cousin qui, lui, fait un peu de trading, etc. Et puis, au cours d'une soirée un peu arrosée, elle lui passe l'information. Et là, c'est dans ces cas-là beaucoup plus difficile à trouver. Mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant d'en discuter avec vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça sympa de parler un peu de ces décisions AMF. Alors, j'ai pris ce cas-là qui est relativement facile. Il y a pas mal d'autres décisions qui sont souvent des conseillers en gestion de patrimoine qui n'ont pas bien informé leurs clients, etc. Donc, ça peut être sympa, mais à nouveau, c'est important d'anonymiser parce que mon but, c'est pas non plus de mettre ces personnes sur la place publique. Dites-moi ce que vous pensez de ce type de délit d'initié. Est-ce que ça vous paraît pas fou ? Moi, ça me paraît complètement fou qu'on risque sa carrière sur ce genre de coup. Voilà, merci encore. N'hésitez pas Alors, pour les revues de patrimoine, pas la peine de m'en envoyer plus. J'ai déjà sélectionné les prochains candidats. Après, si vous avez des idées de vidéos, d'émissions, n'hésitez surtout pas à me le dire. Et si vous avez des questions, je suis très preneur de questions pour faire une FAQ, les questions que vous vous posez, soit par thème, soit un peu plus général. N'hésitez pas à m'envoyer ça, soit sur l'email qui est marqué sur YouTube, soit directement en commentaire des vidéos. Voilà, merci à tous et à bientôt.